la journée, les journées égides échangent sur la gestion d'informations, de documents d'entreprise. Ce sont des journées, il y en a une par an, que les étudiants du Master 2 organisent. Et on en est à la 13e édition. Bienvenue à cette 13e édition de la journée égide. Il nous est difficile d'inaugurer cette journée sans une attention particulière à notre principal partenaire Aura Technologies, et plus particulièrement à M. Kerbarek, qui a bien voulu accueillir dans ses beaux locaux cette nouvelle édition de la journée égide. Que M. Kerbarek trouve ici notre gratitude et reconnaissance et remerciement de cette coopération précieuse et fructueuse. Ensuite, je voudrais adresser mes remerciements à nos conférenciers invités pour cet intérêt manifesté malgré les contraintes dues à leur responsabilité et activité. Nos remerciements vont également à tous nos partenaires institutionnels, associatifs et de presse. Grâce à leur dynamisme et rayonnement, on a pu avoir un auditoire numérique considérable. Cette liste ne serait complète sans une attention particulière à tous les membres du comité de pilotage, composé de Mme Fabier, de M. Poncet, moi-même et de nos étudiants. Une équipe qui s'est énormément investie durant tout un semestre pour que cette rencontre puisse voir le jour. Alors, je vous exposerai ce propos introductif à la journée, disons, sous 3 points de vue. Premièrement, revenir sur les figures du collectif pré-numérique, à l'âge pré-numérique, qui nous a amené de l'âme collective, au sens de la psychologie des foules, car il existe une foule qui est davantage que la somme des individus. Davantage que la somme des individus, quelque chose d'autre et d'original. On parlerait à l'âge des systèmes, on aurait parlé de propriété émergente. Donc il y a une âme collective, à ce qu'on va appeler après, plus tard, à partir de l'entre-deux-guerres, les masses. Et puis arrive le numérique. Deuxième partie, et là, c'est le paradigme de la participation, qui va d'ailleurs dépasser, c'est ça qui est intéressant, le seul monde du numérique. Alors, je l'exposerai en 3 sous-parties sur lesquelles je reviendrai. Et enfin, ce qui caractérise le crowd, qui nous fait passer, même si tout ça se superpose, rien ne se détruit pour laisser place à autre chose, c'est une caractéristique de l'histoire des médias, c'est que les nouveautés se superposent aux anciennes. Et donc la participation demeure, bien sûr, mais le crowd nous amène au-delà du seul paradigme de la participation vers la coproduction avec cette notion de foule productive et un paradigme sur lequel je vais revenir qui suit de la coopération. 3 objectifs à cette présentation. Dans un premier temps, je vais montrer que le management collaboratif est plus qu'une tendance forte. Je vais aller vite parce que je pense que vous en doutez tous. Par contre, le deuxième temps sera un petit peu plus intéressant, un petit peu plus complexe, parce que je vais vous montrer que ça ne va pas tout seul. Alors vraiment pas tout seul du tout. D'ailleurs, je vais dévoiler tout de suite un point de cette seconde partie. 50% des communautés qui se créent en entreprise, communautés de métier, communautés de pratique, se cassent la gueule. Donc si c'était aussi simple que cela, et si c'était aussi évident et aussi attendu par les collaborateurs, on n'aurait pas ce ratio qui est carrément catastrophique. Et finalement, je terminerai en vous présentant 3 facteurs clés de succès pour la mise en place de communautés, d'une intelligence collective en matière. Le management collaboratif, on a vu que c'est des liens de fond, qu'on ne peut pas y échapper, tralala. On va voir que c'est super difficile à mettre en œuvre. Premièrement, tout le monde ne participe pas. C'est pas parce qu'on met en place une communauté de pratique, une communauté de métier dans les organisations, que les gens vont dire « Ouais, super, ça fait longtemps que je voulais m'exprimer ». Et alors, on a cette pyramide qui est assez connue, hein, qui dit que bon, dans un truc collaboratif, il y a 1% des gens qui parlent et le reste qui pluque, pour reprendre l'expression du Nord, 90% ou 99% voilà, qui prennent de manière intermittente. Ça se voit d'ailleurs sur Wikipédia. Qui a déjà posté un article sur Wikipédia? Levez la main. Ah ouais, quand même. Mais on est quand même dans un Sénat. Oui, voilà. On est dans le cœur du métier, là. Mais bon, en général, personne n'écrit sur Wikipédia.
Alors, très peu participent, et quand on participe, parfois c'est pas toujours de la bonne manière. Ça se voit notamment sur une plateforme comme Agoravox. Qui a déjà publié sur Agoravox? Voilà. Bon, j'ai publié pas mal d'articles, je me suis fait laminer par une foule, par une meute d'internautes vampires, je pense. Voilà, donc c'est absolument terrible, d'ailleurs j'ai arrêté depuis. C'est marrant parce que dès qu'on a une possibilité d'expression, on ne va pas la faire à la suédoise, c'est-à-dire à la collaborative, avec une construction intelligente et chacun ne cherchant pas à bloquer la stratégie ou la réflexion de l'autre, mais amenant des éléments qui peut nous permettre d'avancer dans un sens collectif. Non, on va dire, non, c'est trop bien ce que vous avez dit. Par contre, il me semble que vous auriez peut-être oublié cette dimension, voilà, etc. et blablabla. Et sur Internet, on ressent, c'est-à-dire que par rapport à un article, on va lire dans les commentaires, c'est n'importe quoi, vous avez oublié ceci, vous êtes pas bon là-dessus, etc. Lumière, réseau en étoile, B, réseau en Y, C, etc. Est-ce que vous pourriez me dire, à votre avis, quel est le réseau? Alors, en rouge, c'est le Big Boss, mais parfois il n'y en a pas, comme par exemple, il y a un Big Boss, même dans des... Okay. Donc, en rouge, c'est normalement le chef. Les traits noirs sont les relations entre les personnes. À votre avis, quel est le réseau qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qu'on appelle le fonctionnement de un réseau? On va dire le réseau qui permet le meilleur partage des informations avec un minimum de transformation des informations quand ça va d'une personne à une autre. B. Très bien. B est le réseau qui fonctionne le mieux. Quel est le réseau qui fonctionne le moins bien, toujours au niveau du partage des informations? Ma voisine dit F. Non. Non. Ouais, c'est le D. C'est le D qui fonctionne le moins bien, parce qu'une information qui part en haut et qui fait un quart de cercle, elle touche 2-3 personnes et elle peut déformer à chacune des étapes. Question suivante. Quel est le réseau qui apporte le plus de satisfaction aux membres? Qu'est-ce qu'on appelle la satisfaction? Le sentiment d'être important pour le réseau, le sentiment d'avoir sa place. Non, c'est pas le E. C'est pas le F. Il vous reste 3 secondes. C'est D. Bien joué. Quel est le réseau qui apporte le moins de satisfaction aux membres? Il vous reste 3 secondes. Le B. C'est le B. Et vous avez compris, il y a une relation inversement proportionnelle entre le degré de satisfaction à faire partir d'un réseau et l'efficacité en termes de partage d'informations. Demandez si vous validiez une méthode, n'avez pas d'idée. Pourtant, le management collaboratif a plein d'effets positifs. Je vais aller très vite parce que vous allez le voir, je pense, tout au long de la journée. Ça valorise l'individu, ça responsabilise, ça renforce l'esprit d'équipe, ça renforce la transversalité, ça lutte contre la solitude et le mal-être au travail, ça lutte contre l'amnésie. Et là, je fais appel à une citation magnifique de François Godleski à l'X-Pont. Alors, je dis ça simplement pour dire que c'est quelqu'un qui a eu des responsabilités. Attention, ouvrez bien grand les oreilles. Ce qui est le plus choquant dans les organisations, c'est l'amnésie intellectuelle organisée. Elle est pas belle cette phrase? Les venants des polytechniciens. Et ma conclusion est que, oui, le management collaboratif va devenir la règle, par contre, sa mise en place ne se décrète pas, et beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Je vous remercie. Très bien. Communautaire. C'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce que ça a été assez peu réfléchi au début. Ça a été renforcé a posteriori. Cette communauté, comme je le disais, s'est créée très simplement auprès d'un tout petit noyau et a grossi petit à petit avec la culture qui s'y est imposée. C'est une entreprise qui est quand même très particulière avec une culture qui n'est pas une culture de la start-up. Pour une entreprise technologique, c'est quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Qui a une grande diversité de par la diversité de ses clients, mais également par la diversité de ses développeurs ou de ses employés. Il y a des gens extrêmement différents. Et c'est donc a posteriori que cette image a été renforcée. Ça a été renforcé par des éléments de branding qui sont arrivés très tard. La communauté a été créée au tout début des années 2000 et c'est pas avant 2009-2010 que des éléments de branding donc définis par les services marketing ont été intégrés à cette communauté. Et ça n'a pas été extrêmement facile. Les gens n'avaient juste
rien à faire, on n'était pas là pour faire du business au départ, on était là pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions, on parlait entre nous et c'était pas vraiment le but. Donc elle est restée très large, mais tout en étant très large, elle était également très très contrôlée par les personnes qui étaient au cœur du système, ces fameux développeurs en Allemagne, et puis après dans le reste du monde. J'ai répondu à la question? Donc ce que je vais vous montrer, moi, c'est des réseaux que j'ai construits à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup de réseaux sociaux. Là, ce que je vous montre, c'est des réseaux qui ont été construits par des activistes du milieu de ce qu'on appelle le logiciel libre, pour lutter contre les lois DA, DVSI et plus récemment Adopi, et également encore plus récemment des traités internationaux comme ACTA ou bien la réforme du paquet télécom au Parlement européen. Donc c'est des réseaux qui ne sont pas directement sociaux, mais qui sont quand même des structures de personnes qui se sont organisées de manière à échanger d'abord entre elles, comme je disais, de l'information, et ensuite aussi pour accumuler du capital de manière à avoir de l'influence lorsqu'ils vont voir des députés ou des eurodéputés, par exemple, pour essayer de faire changer le cours des choses au niveau de la législation. Je résume rapidement donc le contexte de mes travaux vis-à-vis de votre conférence. Je pense que lorsque l'on cherche à accumuler des ressources de manière à avoir de l'influence positive ou négative, ça c'est le point de contact, il me semble, entre mes centres d'intérêt et les vôtres. Dans les deux cas, lorsque l'on se situe sur Internet, on se trouve dans un espace où, par définition, il va falloir établir ce genre de structure relationnelle. Que le but ce soit de faire monter sa réputation personnelle, celle de son entreprise ou celle de son mouvement, de son groupe d'intérêt. Dans tous les cas, il faut en passer par des structures réticulaires du type de celles que je vous montre, du type de celles qui ont été montrées dans la présentation précédente. L'un de mes centres d'études, ce sont ces structures et la manière de les faire parler. Donc je vais vous montrer ça en 5 minutes par quelques exemples. Les deux réseaux que vous avez là, c'est des réseaux hyper simplifiés, construits à partir d'un supercalculateur qui est en Australie, à partir du premier million de liens hypertextes qui a été échangé sur la loi DA-DVSI en 2008 sur la gauche et sur la loi Adopi en 2011 sur la droite. Donc c'est énormément de données Internet qui sont collectées. Ce qu'on fait à partir du moment où on a toutes les pages Internet, c'est qu'on va chercher des liens dans ces pages Internet-là, on prend les 5000 premiers, on refait l'exercice, on continue ça de manière itérative, c'est pour ça qu'il faut un supercalculateur, ça demande des mois. Et ensuite, on regarde tous les liens qui sont échangés entre les sites Internet à l'intérieur de ces réseaux-là, et on retient que ceux qui ont les pondérations maximales, c'est-à-dire les liens les plus forts, concrètement. Si vous regardez le réseau qui était construit en 2008, ce que je dois préciser absolument, c'est que moi j'ai réuni toutes ces données-là à l'époque où il n'y avait pas Twitter, par exemple. Et quand vous regardez les identités des sites Internet qui reviennent le plus souvent, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle les degrés de centralité, la capacité d'influence, si vous préférez, la plus forte, on trouve quasiment que des sites Internet old school, ce qu'on appelait le Web 1.0. Évidemment, quand on reconstruit le même graphique en 2011, on voit bien que l'exercice est beaucoup moins concluant, parce que pour le coup, on sort beaucoup moins de points. Pourquoi? Parce que dans les sites Internet influents, on a Wikipédia, Facebook et Twitter tout en bas. Donc il s'est passé quelque chose entre 2008 et 2011 qui ont fait concrètement que mes méthodes d'analyse basées uniquement sur les sites Internet ont arrêté de fonctionner. Dans la littérature plus récente, celle qui porte sur les printemps arabes par exemple, on va retrouver ce même genre d'études de ce qui se passe dans les réseaux, mais on va les retrouver de manière un peu différente par rapport à ce que je viens de montrer, parce que cette fois-ci, c'est plus que des sites Internet, ce sont des échanges sur Twitter, avec notamment distinguer les comptes Twitter et les hashtags qui vont avec. Donc là, ce que je veux signifier, c'est que lorsqu'on commence à s'intéresser à quelque chose comme Twitter, on change de méthode d'analyse par rapport à ce que je faisais il y a quelques années sur les sites Internet. Moi, quand je m'intéressais aux sites Internet, j'avais juste à regarder les liens hypertextes réciproqués. Là, on est dans un contexte plus compliqué parce que vous avez des utilisateurs Twitter qui se relient entre eux et vous avez également des utilisateurs Twitter qui utilisent le même hashtag. Ce qui fait que ce n'est plus tout à fait les mêmes structures parce que dans la première structure où deux utilisateurs Twitter sont connectés, les deux bouts du réseau, si vous voulez, ont la même nature, c'est ce qu'on appelle un réseau unimodal, alors que là, on passe dans une structure bimodale parce qu'on a deux types d'entités, on a les utilisateurs Twitter et le hashtag. Au niveau de l'analyse, ça veut dire qu'il va falloir changer un peu les méthodes de travail.
Comment est-ce qu'on analyse concrètement un réseau comme Twitter? Je donne juste quelques exemples basés sur Twitter parce qu'il me semble qu'au niveau de l'irréputation et du bad buzz, c'est un des supports qui est le plus en vue en ce moment. Alors typiquement, dans n'importe quelle structure où il faut calculer de l'influence ou de la centralité ou de l'importance ou ce genre ou de la satisfaction, puisque c'est un mot-clé qui a été donné, vous êtes très souvent dans un environnement où il va falloir établir un indicateur et il va falloir le normaliser, c'est-à-dire s'assurer qu'il soit comparable pour tous les éléments contenus dans le réseau. Typiquement sur Twitter, ce qu'on peut faire, c'est le ratio following followers et diviser ça par un autre ratio qui est le ratio de messages reçus, messages envoyés. Si jamais vous faites une carte des tweets envoyés pendant le printemps arabe avec certains hashtags, avec ces deux facteurs, vous obtenez une carte qu'on appelle une carte de densité, où plus c'est foncé, plus il y a de monde, concrètement. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a un cœur d'utilisateur qui se situe en bas, concrètement, où il y a de l'information qui est relayée mais qui n'est pas produite, et qu'il y a seulement une toute petite zone en haut à gauche dans ce cadran qui correspond aux tweets vraiment influenceurs. Avant d'en arriver là, ce qu'il faut pouvoir faire avec un réseau comme le réseau des tweets du printemps arabe, c'est distinguer certaines choses qui sont importantes sur Twitter, et ça c'est un défi technique, donc je ne m'arrêterai pas dessus, mais je veux quand même le signaler, parce que quand on est dans le contexte d'une entreprise où tout le monde parle français par exemple, il y a une variable qui est simplifiée, c'est que tout le monde parle français. Si jamais vous décidez d'étudier le réseau des retweets sur les printemps arabes, il va falloir non seulement tenir en compte du fait que les données sont dynamiques, selon le jour de mobilisation, il ne faut pas s'attendre à ce que la mobilisation sur Twitter soit la même. Typiquement, les vendredis, les jours de prière sont des jours qui sont beaucoup plus importants dans certains cas. Et ensuite, il va falloir distinguer les tweets selon la langue, ce qui représente encore une fois un défi technique. J'en termine avec la dernière slide. Ce que je voulais dire, c'est que toutes les méthodes que j'ai montrées, encore une fois, il y a une chose à prendre absolument en compte, c'est le fait que dans le temps, elles se décomposent de manière dynamique. Si vous prenez un réseau social et que vous le divisez par année, si vous prenez un réseau qui a existé sur 20 ans et que vous regardez l'état du réseau chaque année, vous allez voir des choses qui changent au fur et à mesure du temps, et il faut être capable de prendre ce dynamisme en compte dans les méthodes d'analyse pour dire qui compte vraiment dans un réseau sur le long terme. Là, j'ai mis des années, mais ça peut être des jours si vous êtes intéressé par l'activité sur Twitter, par exemple. Et enfin, toutes les méthodes d'analyse qui ont été présentées peuvent être applicables, je pense, à des réseaux d'activistes. Je l'ai fait dans mes propres recherches, dans des réseaux sociaux. Mais là, ce que vous avez en toile de fond, c'est le réseau de tous les articles du code des communications américains qui font un lien entre eux, qui se renvoient les uns les autres. On pourrait faire la même chose avec le code civil en France. Et ça donne une forme de la topologie de la législation américaine dans la matière. Toutes les méthodes que je viens de présenter sont applicables à ce type d'objet complètement différent de l'irréputation et du bad buzz, parce que derrière, il y a une armature méthodologique que j'espère vous avoir présentée efficacement en quelques minutes. Merci. Et évidemment, il faut que ces réseaux, dans certains cas, c'était l'argument de ma présentation, et une traduction physique pour que ça marche. Bon, là, je vous montre une photo d'une manifestation de quelques centaines de personnes qui avait eu lieu contre la loi pré-Adopi, que pour la plupart, je pense, vous ne connaissez pas du tout. Mais simplement, c'est ce qu'on appelle un répertoire d'action collective, c'est-à-dire la manifestation, qui a été abandonné par les organisateurs de ce mouvement par la suite, parce que ça n'avait pas fonctionné. Ça a fait des images, ça a servi à ce que ces images soient échangées dans le réseau des militants, ça a servi à construire le capital militant en interne, mais en externe, ça n'a eu absolument aucune efficacité. En revanche, quand quelques-uns de ces militants extrêmement sophistiqués, c'est-à-dire très connectés, fort capital technique, fort niveau de diplôme et ainsi de suite, il y en a un là-dedans qui est au MIT, enfin qui vient de l'étranger pour cette action, lorsqu'ils vont à Matignon et qu'ils déroulent une pétition qui à l'époque est la plus longue pétition en ligne jamais récoltée en France après Daniel Mernet, devant Matignon et qu'ils la foutent dans le caniveau et qu'ils prennent des photos de ça, là les médias arrivent et le phénomène que Thibault a décrit, les rédactions nationales, France 2 arrive avec la caméra et dit ah, il y a une pétition, c'est la plus longue jamais récoltée sur Internet et en France on l'a mise dans la gouttière, c'est intéressant. Enfin faites le contraste avec ce qui s'est passé au moment de la pétition contre ACTA par exemple, la pétition qui a arrêté l'un des plus gros traités internationaux depuis l'accord multilatéral sur l'investissement. Alors, ma première question est très simple. De quoi parle-t-on quand on dit dialogue avec les parties prenantes? Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le milieu de la com d'utiliser le terme dialoguer avec les parties prenantes? Déjà, c'est une actualité. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux. C'est une porte d'entrée de l'Internet, au même titre qu'avant vous aviez Google qui était la porte d'entrée d'Internet. Aujourd'hui, vous avez d'autres supports
tels que Facebook, Twitter ou d'autres plateformes sociales qui sont une porte d'entrée. Donc, ce qui est important à prendre en considération, c'est le comportement aujourd'hui des internautes qui a profondément changé. Donc, enfin, voilà, ils vont à la recherche de l'information, ils échangent entre eux. Et de toute façon, même si une marque n'a pas sa représentation sur les réseaux sociaux, de toute façon, elle est représentée par ses clients, par ses prospects, à travers différents discours. Donc l'intérêt d'une marque, c'est bien entendu, pour essayer de gérer sa réputation en ligne et donc gérer son image et sa notoriété, de prendre part à ces conversations, à ces discours. Un, pour prendre note des informations qui peuvent être véhiculées, qu'elles soient aussi bien positives ou négatives. Et deux, montrer qu'elle prend en considération justement ces retours pour en faire quelque chose. L'intérêt n'est pas simplement de prendre en compte les retours de ces communautés, mais derrière, qu'est-ce qui va être fait demain. Et une des entreprises qui m'intéresse, par exemple, c'est Starbucks, qui, dans une logique de CRM, de SAV, a mis en place une plateforme qui est Starbucks IDs. Et cette plateforme, en fait, propose à leurs clients de mettre en avant des solutions autour des services et des produits de Starbucks. Et ces solutions sont votées par les internautes même et c'est la communauté de cette plateforme. Et ces solutions sont mises en œuvre après par la société sur l'année qui suit. Voilà, ça montre la prise en compte, en fait, des internautes et des clients. Alors, dans le dernier cas, il y a quoi? Les internautes, les clients, c'est des termes un petit peu vagues peut-être aussi. C'est quoi des parties prenantes en fait? Comment on fait pour définir des parties prenantes? Effectivement, Internet a changé beaucoup de choses, en ce sens que le dialogue est un peu obligatoire. Néanmoins, la notion de partie prenante, elle préexiste à toutes les révolutions digitales, supposé que ce soit des révolutions. Et donc, moi, je travaille dans une agence qui s'appelle Partie prenante, et qui est née pas avant le web, mais avant l'explosion du web dans la communication corporate. Et finalement, les parties prenantes, c'est simplement un terme qui essaye de regrouper l'ensemble des publics. Donc l'ensemble des publics, c'est d'abord les publics internes, bien souvent, en fait, dans une entreprise. C'est évidemment les clients, avec une différence entre le B2B, un certain type de clients, et le B2C, où les clients, c'est le grand public. Mais c'est aussi les concurrents, c'est les partenaires, les fournisseurs, c'est les décideurs, ceux qui peuvent influer sur le business de l'entreprise ou sur l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Donc c'est tout un tas de publics à qui il est impératif de s'adresser, évidemment avec des messages différents. Mais je pense que ce qu'a changé Internet, c'est qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de segmenter ces publics, de les isoler et de leur adresser des messages spécifiques en faisant abstraction des autres publics. Autrement dit, une grosse boîte qui veut faire de la com RH et donc s'adresser à de potentiels viviers de talents ou à ses candidats ou même à ses anciens salariés pour entretenir sa réputation, elle ne peut plus le faire en faisant abstraction de ses relations avec ses clients. C'est-à-dire qu'il paraît complètement illusoire aujourd'hui pour une société qui a des problèmes de SAV, par exemple, de faire une communication RH extrêmement enthousiaste, parce que les publics sont mélangés. Le candidat, c'est le même que le consommateur. Ou si ce n'est pas le même, en tout cas, il est confronté au même type de discours. Et quand il va taper le nom d'entreprise sur Google, il va tomber non pas uniquement sur des contenus qui l'intéressent parce qu'il aura tapé emploi Microsoft, mais il va aussi tomber sur tous les gens qui se plaignent de la mauvaise qualité de Windows. Et ça participe de la communication RH. Je pense que c'est ça le changement majeur du web dans l'appréhension des parties prenantes. Des autres outils potentiellement, mais qu'est-ce que ça veut dire ce dialogue? Qu'est-ce qu'est la différence entre ce type de communication et la com print, par exemple? Sur la com print, on peut dire qu'on est plutôt dans une communication qui est assez passive, sur ces espaces qui donnent la parole aux différentes communautés, aux clients ou autres parties prenantes. On est plutôt dans l'échange. Il y a surtout un sentiment, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on repère au sein de l'agence, un sentiment d'être vraiment one-to-one avec la marque, d'avoir ce point de contact privilégié avec la marque, au point où on a parfois des échanges qui sont assez surprenants par rapport aux différentes communautés ou des demandes qui se font sur nos community managers au sein de l'agence. On est vraiment dans l'échange quasiment personnel. On a l'impression que la personne qui est en face de nous, ce community manager, va vous accompagner dans vos différentes problématiques. Il n'y a pas de différence avec un guichet d'info en fait.
À la différence, c'est qu'au guichet d'info, c'est que là vous avez une visibilité qui est un peu autre. Et entre un guichet où vous êtes peut-être sur un vase clos, là tout le monde vous écoute et tout le monde vous regarde. Donc il faut plutôt peser les réponses que vous allez apporter et justement essayer de valoriser les réponses que vous allez apporter. Est-ce qu'on peut dialoguer de tout? Est-ce qu'ils ont envie de répondre, les gens, en fait? C'est vraiment ce qu'on dit souvent sur l'absurdité du community management de marque, c'est que finalement personne n'a envie de parler avec Auchan. Sauf quand il y a un problème, et là on souhaite se plaindre, mais à ce moment-là, c'est là où l'entreprise elle a plus envie de dialoguer. Je pense que dans la notion de dialogue, il y a l'espoir de créer une relation et de faire fructifier cette relation. Évidemment, les médias sociaux ont exacerbé le besoin primaire de l'homme, qui est un besoin de sociabiliser et d'entretenir des relations avec ses congénères, quel que soit ce type de relation. Et donc évidemment, quand on va sur Facebook, où on est dans un cadre familial, amical, et l'environnement dans lequel on donne à voir ces relations et où on les vit au quotidien, si on arrive à s'insérer dans cet environnement qui est très ténu, quoi, qui nous anime de manière assez forte, on positionne tout d'un coup une entreprise au même rang que des relations sociales bien plus serrées. Et on crée tout à coup une relation qui est plus forte que la relation entre une page dans un journal et celui qui la lit, ou qui la lit même pas d'ailleurs le plus souvent. Et ce qui ne veut pas dire que c'est la panacée, enfin, les réseaux sociaux ne vont pas permettre de résoudre tous les problèmes de l'entreprise, de la société. Oui, et en termes de business, ça ne veut pas dire qu'on va transformer, ça ne veut pas dire qu'on va vendre. Mais quand on voit des arbitrages qui sont faits entre des énormes budgets publicitaires, par exemple, je pense notamment à la télé, et les sommes qui sont investies sur le web dans la relation, on se dit, bon, qu'est-ce qui compte finalement le plus? Est-ce que c'est de faire de l'image de manière un peu évanescente comme ça, en espérant qu'un jour la présence à l'esprit fasse que la personne devant le rayon de son magasin choisisse tel ou tel produit? Ou est-ce que ce qui fonctionne mieux, c'est de créer une relation avec elle? Et je sais pas, on pourrait prendre l'exemple de Oasis, qui fait des choses très bien en termes d'animation, et où finalement le fait... Sur quelle plateforme? Sur toutes les plateformes. D'accord, c'est plateforme sociale. Hein. Mais particulièrement sur les plateformes sociales, et de se dire, voilà, le gamin qui, depuis qu'il a 10 ans, entretient une relation humoristique avec Oasis, finalement l'impact en termes de présence à l'esprit qui va lui faire peut-être changer son acte d'achat sera beaucoup plus fort que s'il a été soumis à un message très unilatéral. Et un autre exemple, c'est Amor Amor de Cacharel aussi. On a un storytelling qui est très particulier où en fait les adolescentes vont suivre les tranches de vie d'une adolescente. Donc celle-ci va partager ses préférences musicales, ses photos avec son copain, ses sorties, etc. Et de temps en temps, d'une manière très intelligente, au lieu de faire du bon public rédactionnel, une petite insert produit, on va mettre en avant le produit, mais c'est pas l'essentiel du message en fait. Et du coup, c'est intelligemment pensé, et on n'est pas simplement sur un encart presse très basique. C'est beaucoup plus subtil que ça. Donc demain, on devrait être amis avec toutes les marques en fait, avec toutes nos marques autour de nous. C'est à ce niveau de relation-là qu'on essaie de pousser? Je pense que les personnes qui suivent vraiment les marques sur ces différents espaces ont déjà un lien qui est un peu différent. C'est toujours un peu ce serpent qui se mord la queue. Hein. Est-ce que ce sont les meilleurs clients qui sont fans, ou est-ce que comme ils sont fans, ils deviennent meilleurs clients? C'est toujours délicat de répondre à cette question, on ne le sait pas. Après, pour parler de Facebook, il y a un épuisement qui est dû aussi au modèle économique de cette plateforme, parce que Facebook a bien monétisé maintenant sa plateforme. Et pour parler de Facebook, donc il y a la mise en place, enfin il y a un algorithme qui existe, hein, qui a été un peu resserré aujourd'hui, un peu de la même manière que Google. C'est un algo qui, dans la bouche de Facebook, doit valoriser le contenu entre le créateur du contenu et la personne qui consomme ce contenu. C'est-à-dire qu'une personne consommant le contenu devrait avoir un contenu qui serait susceptible de l'intéresser. Donc, pour être spécifique, l'idée c'est que le centre de la com de Facebook, le centre de l'expérience de Facebook, ne nous donne pas tout ce qui se passe auprès des personnes et des pages auxquelles nous sommes abonnés, mais choisi pour nous, c'est cet algorithme, ce qui devrait théoriquement nous intéresser. Et donc là, le problème, c'est que comme, en gros, il évolue en permanence, on est un peu
à leur... comment dirais-je, on est un peu pris à la gorge par les évolutions, c'est ça en tant que marque? En tout cas, il faut évoluer avec Facebook. Donc, c'est une plateforme qui ne nous appartient pas comme un site internet, donc on fait en sorte. Donc, et effectivement, du coup, pour être visible sur Facebook aujourd'hui, il faut voir cette plateforme comme beaucoup de réseaux sociaux, à mon avis, comme un média à part entière. Et ça veut dire aussi investir au niveau de la publicité pour être vu. Et pour être vu auprès de sa propre communauté. Et après, dans une logique de rayonnement différente, essayer d'être vu auprès de publics cibles qu'on aura définis dans une approche publicitaire sur l'achat d'espace. Je dirais même que lorsqu'on finance un projet, lorsqu'un projet est financé, d'ailleurs il y a un auteur américain qui s'appelle Chris Anderson qui a une phrase qui me semble assez vraie, c'est que c'est pas vous qui financez un projet, c'est le projet qui vous a trouvé. C'est-à-dire qu'évidemment, qui a été sur la homepage de KissKissBank pour aller financer des projets? Très peu. Combien les projets viennent aux financeurs par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'emailing, ou par le biais de connaissances, de discussions. Peut-être à l'heure des événements. Ça veut dire que concrètement, quand on se lève le matin, mais c'est assez rare, on arrive sur Kickstarter et dit tiens, aujourd'hui, je vais financer. Il est assez rare. Évidemment, après, il y a toute cette question de communauté d'intérêt qui commence à émerger, mais qui est vraiment très émergent. On voit sur Kickstarter, évidemment, il existe des communautés de backers, comme on dit, de contributeurs, qui commencent à émerger. Mais ce n'est pas encore vraiment le cas en France, notamment des gens qui sont fidèles à une plateforme, qui vont régulièrement venir et contribuer. Ça, c'est vraiment ça, c'est l'honneur de la guerre, je dirais, aujourd'hui, de créer cette communauté de contributeurs récurrents. Dans les plateformes en France, par exemple, ça existe ces communautés de backers non, non, je pense que ça je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Ils ont su, parce qu'évidemment, ils communiquent beaucoup sur cette nécessité de communiquer autour de leurs proches. C'est vraiment tout de la monnaie, donc il faut vraiment véritablement grossir ce premier cercle, ce deuxième cercle, pour espérer financer ce projet. Aujourd'hui, évidemment, ils ont des fans Facebook, ils sont suivis sur Twitter où ils sont présents sur des événements. Mais à proprement dit, non, il n'y a pas de leader récurrent. Même si j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui avait financé 100 projets sur Ulule, qui était considéré comme de... 100 projets. Ouais. C'est considérable, sachant qu'il n'y a pas eu des milliers non plus de projets sur Ulule. Non. Mais là, je pense que ça peut être Farouk, une personne qui adore cette idée de pouvoir contribuer à ces aventures collaboratives, artistiques, mais aussi entrepreneuriales.